Il a été la première personne à prononcer ces mots emblématiques. En direct de New York, c'est Saturday Night. En direct de New York, c'est Saturday Night. Chevy Chase est né dans les familles les plus riches d'Amérique, mais son enfance a été un véritable enfer. Sa mère le réveillait juste pour le gifler. Elle l'enfermait dans des placards et au sous-sol pendant des jours. À 14 ans, il avait été renvoyé de 5 écoles, puis vint Saturday Night Live en 1975. Un soir, un acteur ne s'est pas présenté. Chevy est intervenu avec une fiche effacée qui n'était pas censée se produire. Cette erreur l'a rendu célèbre du jour au lendemain. Mais ce qui s'est passé ensuite allait détruire des amitiés, provoquer des combats violents et révéler un côté sombre qu'Hollywood a tenté d'enterrer. Chevy Chase est né dans un monde de richesse, mais pas de confort. Son nom complet était Cornelius Crane Chase et il est entré dans le monde le 8 octobre 1943 à Manhattan. Sa mère était une pianiste de concert talentueuse et son père éditait des livres. Tous deux étaient issus de la Vanderbilt Crane Line, l'une des familles les plus riches d'Amérique. Les étés se passaient à Castle Hill, un manoir de 59 pièces qui ressemblait à un conte de fées. Mais à l'intérieur des murs de sa propre maison, Chevy a dit qu'il était terrifié presque tous les jours. Sa mère le réveillait parfois au milieu de la nuit juste pour le gifler. Elle l'enfermait dans des placards. Après avoir été suspendu de l'école à 14 ans, elle l'a enfermé au sous-sol pendant des jours, ne lui donnant qu'une image d'eau. Son beau-père, le Dr. John Cedarquist, a ajouté à la cruauté. À 5 heures tous les soirs, Chevy recevait 10 coups de fouet, comme si cela faisait partie d'un programme. Et même si sa famille avait de l'argent tout autour d'elle, son grand-père n'a rien laissé à sa mère. Chevy a grandi en regardant la fortune s'éloigner de plus en plus entre ses doigts. Il y a une histoire folle qui revient sans cesse, selon laquelle Chevy aurait été poignardé 3 fois lors d'une bagarre à l'âge de 8 ans. Soi-disant, cela s'est produit à Harlem, mais aucun rapport de police ne l'a jamais mentionné, ni ses biographies officielles, pas même la sienne. Des écrivains et des vérificateurs de faits ont fouillé dans de vieux journaux et des dossiers judiciaires. De cette année-là, rien. Juste d'autres histoires de gifles et de nez cassés. Pas de couteau. Pourtant, les gens continuent de le répéter. Peut-être parce que la vérité sur son enfance était déjà si difficile que l'ajout d'un combat au couteau avait presque du sens. Mais tant que personne ne trouvera de preuves concrètes, ce ne sera qu'une autre rumeur. Quand Chevy avait 4 ans, son monde a subi un autre coup dur. Ses parents ont divorcé. Son père s'est remarié rapidement, cette fois dans la famille Folders Coffee. Cela signifiait encore plus d'argent de ce côté de la barrière, et Chevy ne voyait son père que 2 dimanches par mois. Pendant ce temps, sa mère continuait à avancer, épousant d'autres hommes. En 1956, elle épousa le psychanalyste strict qui allait devenir le beau-père de Chevy. Cela signifiait plus de règles, plus de punitions et une maison qui ne se sentait jamais en sécurité. À l'âge de 10 ans, Chevy avait déjà fréquenté 3 écoles primaires différentes. Chaque été, il était renvoyé dans le Massachusetts, le New Hampshire ou Long Island. On avait l'impression que le sol bougeait constamment. Il ne pouvait pas s'installer. Même au moment où il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1962, il avait été expulsé de certaines des meilleures écoles préparatoires du pays. À un moment donné, il avait changé d'école 5 fois. Il a dit un jour que rien dans sa vie ne s'était jamais senti stable. Son surnom ne venait pas d'un agent ou d'un scénario hollywoodien. Il venait de sa grand-mère. Elle aimait une ville du Maryland appelée Chevy Chase et a commencé à appeler son petit-fils ainsi vers 1945. Cette ville a en fait tiré son nom d'une vieille ballade anglaise sur un combat frontalier sanglant dans les Chevat Hills. Donc, le nom Chevy Chase venait de 2 endroits à la fois, une banlieue chic et une histoire de guerre médiévale. C'est amusant de voir comment cette combinaison d'éclat de la classe supérieure et de chaos violent allait plus tard correspondre si bien à son style de comédie. Même au lycée, il avait la réputation d'être un farceur. À la Stockbridge School, les annuaires l'appelaient le roi des blagues. Mais ces blagues n'étaient pas toujours inoffensives. Il aimait la valeur de choc.
Au Hartford College, un de ses colocataires se souvenait de lui faisant des sketchs à la cafétéria qui impliquaient des fourchettes et des parties du corps. Il se jetait en bas des escaliers juste pour faire rire. Ce genre de comédie physique est devenu sa marque de fabrique plus tard, mais cela a commencé tôt. L'une de ses farces les plus infâmes s'est produite à Phillips Exeter. Lui et quelques amis ont réussi à traîner une Volkswagen Beetle, oui, une voiture complète, dans la chapelle de l'école et à la laisser sous la chaire avant une grande assemblée. La voiture tournait encore lorsqu'elle a été découverte à 6 heures du matin. L'école a été annulée pendant que les ouvriers essayaient de trouver comment l'enlever. Ils ont dû démanteler une partie d'une porte juste pour la faire sortir. Chevy a été expulsé immédiatement, mettant fin à une longue tradition familiale de Chase fréquentant Exeter. Il n'avait que 17 ans. Cet automne-là, il a réessayé au Hartford College. Mais au printemps suivant, il a été expulsé une fois de plus. Cette fois, lui et un groupe d'étudiants ont d'une manière ou d'une autre conduit une vache adulte jusqu'au 3e étage de leur résidence étudiante. Le problème, c'est que les vaches n'aiment pas descendre les escaliers. La pauvre bête a dû être sédatée et soulevée par la fenêtre. Elle a laissé derrière elle des marques de sabots et des tas de fumier. Le nettoyage a coûté plus de 1 000 $. L'école l'a expulsée pour mise en danger et dommages matériels. Des années plus tard, Chevy a qualifié toute cette affaire de totalement injuste. Pourtant, il voulait terminer ses études universitaires. En janvier 1963, il s'est inscrit au Beaver College, mais en mai, il était de nouveau dehors. Cette fois, pour avoir falsifié des cartes de présence à la chapelle, il en avait falsifié 64. Après avoir été rejeté par plusieurs autres écoles, Chevy a finalement réussi à entrer au Bard College cet automne-là. Un cousin du conseil d'administration a tiré quelques ficelles et Chevy a été admis à titre probatoire. C'était sa 3e tentative de première année en moins de 3 ans. Au Bard, les choses ont commencé à se mettre en place. À l'Halloween 1967, il a joué de la batterie lors d'un concert universitaire avec 2 autres étudiants, Donald Fagan et Walter Becker. Leur groupe s'appelait le Leather Canary. Ils étaient bruyants, désordonnés et ne pensaient pas grand-chose de leur son. Fagan a dit plus tard que l'une de leurs chansons était si mauvaise qu'elle les a convaincus de commencer à écrire leur propre musique. Cette décision mènerait éventuellement à Steely Dan. Chevy n'est pas resté avec le groupe. Il a dit qu'il n'était qu'un mauvais groupe de jazz avec des amplis plus puissants. Mais sur les photos de cette nuit-là, on peut le voir sourire, derrière la batterie, une cigarette à la bouche, totalement inconscient qu'il est sur scène avec de futures légendes du rock. Après l'université, en 67, il a sauté entre tous les emplois qui payaient le loyer. Il a livré des colis en moto, conduit des camions, déplacé des meubles, enregistré des produits, vendu du vin, enseigné le tennis, mélangé des boissons dans un bar lesbien et même travaillé comme ouvreur dans un théâtre. Il a collectionné des lettres de refus d'agents et les a agrafées au-dessus de l'évier de la cuisine, juste pour rester motivé. En 1972, il mangeait des pâtes en conserve la plupart des soirs et trouvait encore le temps de jouer des concerts de jazz de minuit avec un groupe appelé Chamalian Church. Le salaire était minable, peut-être 40 $ par nuit, mais cela le faisait bouger. Tous ces petits boulots lui ont appris à tomber, littéralement. Les mêmes mouvements maladroits qui l'ont fait rire à Saturday Night Live ont été perfectionnés sur des escaliers glissants et des quais de chargement maladroits. Le premier vrai chèque de comédie n'est arrivé qu'en 1975. C'était 600 $ pour l'écriture de gags sur une reprise de courte durée des Smothers Brothers. L'émission n'a pas duré, mais son dossier d'écriture a atterri entre de bonnes mains. La même année, il s'est retrouvé coincé dans un minuscule studio d'enregistrement sur la 57e rue Ouest avec quelques autres futures légendes. John Belushi, Gilda Radner, Bill Murray. Ils travaillaient tous sur le National Lampoon Radio Hour
écrivant des sketchs avec des titres comme Dis à la douche et enregistrant de longues journées sur une bande 8 pistes pour seulement 350 $ par semaine. Ce n'était pas glamour, mais c'était brut et risqué et exempt de publicité. Et plus important encore, cela lui a donné le genre de tranchant que SNL construirait sa marque. Tout a changé une nuit de printemps en 1975 devant un cinéma à Los Angeles. Le film était Monty Python et le Saint Graal. Chevy était dans la file d'attente en train de faire des blagues sur les noix de coco avec Rob Reiner, sans savoir que, debout à quelques mètres derrière eux, se trouvait un producteur canadien nommé Lorne Michaels. Reiner les a présentés. Michaels lui a demandé de lui envoyer du matériel ce soir-là même. Selon l'histoire, Chevy a griffonné une fausse nouvelle au dos de son billet. 2 jours plus tard, il avait une offre, 800 $ par semaine, pour écrire pour une nouvelle émission qui n'avait même pas encore de nom. Ce contrat, signé en juillet, a officiellement fait de lui un écrivain. Mais pendant les répétitions, un acteur ne s'est pas présenté. Chevy est intervenu, a fait une chute maladroite et a crié « En direct de New York, c'est samedi soir ». Ce n'était pas prévu, mais le producteur Dick Ebersol lui a dit de le garder. Lorsque le premier épisode a été diffusé le 11 octobre 1975, Chevy était dans presque tous les sketchs. Il a animé la toute première mise à jour du week-end. Il a gagné 800 $ en tant qu'écrivain et 750 $ supplémentaires en tant qu'interprète, ce qui en fait le membre de la distribution le mieux payé de cette soirée de lancement. À la fin de la saison, il n'obtenait pas seulement des rires, il remportait des prix. Il a regardé droit dans la caméra, a souri et l'a dit « Je suis Chevy Chase et vous ne l'êtes pas ». Cette simple phrase a explosé. À Thanksgiving, les gens la citaient dans les écoles, dans les ascenseurs, sur tous les t-shirts. Il avait transformé une phrase qui sonnait comme présidentielle en une moquerie de la renommée elle-même, et le public ne pouvait pas en avoir assez. NBC a dû commencer à réprimer le marchandisage illégal parce que plus de 15 000 t-shirts avaient déjà été vendus avant Noël. Et près de 50 ans plus tard, les animateurs de Weekend Update commencent toujours par leur propre version de cette même ligne. Seulement 8 semaines après cette première émission, le magazine New York l'a mise en couverture. Ils l'ont appelé « l'homme le plus drôle d'Amérique ». Les offres ont commencé à affluer. Columbia Pictures a fait miroiter un contrat de film d'1 million de $. The Tonight Show le voulait comme animateur invité. Il n'avait que 32 ans et était déjà le plus grand nom de la télévision. Mais à l'intérieur de 30 Rock, l'ambiance changeait rapidement. Belushi détestait la rapidité avec laquelle Chevy progressait, tout comme les autres. Il prenait le contrôle des sketchs, se vantait de ses offres de films, rabaissait les écrivains et se disait plus important que les gars barbus à l'arrière-plan. Même les réunions étaient divisées. Une pour Chevy, une pour tout le monde. Il collectionnait les Emmy, tandis que le reste de la distribution ne collectionnait que la frustration. Puis, il est parti. Le 30 octobre 1976, après seulement 15 mois à l'antenne, Chevy a quitté Weekend Update et a quitté l'émission complètement. Officiellement, il s'agissait d'amour. Sa fiancée ne voulait pas vivre à New York, mais les initiés savaient qu'il avait 7 offres de films sur la table valant des millions. Et il voulait une augmentation que NBC ne voulait pas lui accorder. Lorne Michaels a dit non. Chevy a démissionné. Jane Curtin n'avait qu'une journée pour reprendre Update. Bill Murray s'est joint à quelques épisodes plus tard. La distribution était sous le choc. Belushi a scotché la plaque nominative de Chevy sur un siège de toilette. Cela résumait à peu près ce que tout le monde ressentait. Lorsque Chevy est revenu animer l'émission en 1978, cela ne s'est pas bien passé. Juste avant le début de l'émission en direct, il a fait irruption dans la loge de Bill Murray, exigeant de reprendre Weekend Update. Ils ont échangé des insultes. Murray, fatigué d'être comparé au nouveau Chevy, a craqué. Une bagarre a éclaté. Ils ont échangé des coups de poing dans le couloir, pendant que le pauvre John Belushi, pris au milieu, s'est fait frapper en essayant de les séparer.
Le réalisateur se souvient des écrivains retenant les deux hommes alors que l'horloge tournait vers l'antenne. Puis, quelques minutes plus tard, Chevy est monté sur scène, respirant encore fort, et a joué le rôle de Gerald Ford, tombant partout sur le plateau comme si de rien n'était. Il n'y a qu'à la télévision en direct que l'on peut passer d'une bagarre à un sketch en 5 minutes chrono. Mais une insulte a persisté. Pendant la dispute, Chevy a regardé Murray et a dit que son visage ressemblait à la Lune, cicatrisé et criblé de cratères. Murray est revenu avec « Tu es un talent moyen ». Celle-là a fait mal aussi, surtout dans une pièce pleine de comédiens. C'était suffisant pour transformer les cris en coups de poing. Dan Aykroyd, déjà en costume, a dû les séparer. Il en a tiré un vers la scène et a poussé l'autre dans la direction opposée avec à peine 1 minute à perdre. Le plus grand succès de cette nuit-là n'était pas un sketch, c'était d'empêcher 2 futurs Ghostbusters de s'entretuer. Chevy Chase était à peine connu lorsqu'il est apparu à l'écran avec Goldie Hawn dans Drôle d'histoire. C'était en juillet 1978 et le film n'a coûté que 6,5 millions de dollars à réaliser. Mais à la fin de l'été, il en avait rapporté 44,5 millions. Personne n'avait vu cela venir, surtout pas l'attention des prix. Chase, qui venait de quitter Saturday Night Live, était soudainement nominé pour un Golden Globe. Paramount n'a pas hésité. Ils ont doublé son prix demandé du jour au lendemain. Juste comme ça, il est passé de 125 000 $ à 250 000 $ par film. Il avait remporté le rôle en faisant quelque chose de fou. Il a improvisé une scène d'interrogatoire entière, sur place, lors de son essai à l'écran. Les producteurs avaient initialement voulu Steve Martin, mais il n'était pas disponible. Alors, ils ont tenté leur chance avec Chase, et ce risque l'a lancé. 2 ans plus tard, Le Golf en folie est sorti en salle. Il a coûté 16 millions de dollars à réaliser et en a rapporté près de 40 millions. Cela peut ne pas sembler énorme aujourd'hui, mais en 1980, c'était un succès monstre et le personnage de golfeur décontracté de Chase est devenu emblématique. « Sois la balle », a-t-il dit. « Na. » Les gens citent encore ces lignes. ESPN l'a même qualifié de film de sport le plus drôle jamais réalisé. L'une des scènes de Chase où il réagit à une balle de golf hors écran était complètement non scénarisée. Le réalisateur lui a simplement dit de réagir, et Chevy l'a fait 23 fois, chacune différente. Cela a tellement fait rire Bill Murray. Ils ont dû utiliser de vrais rires dans la version finale. Warner Brothers a donné à Chase une part des bénéfices. Il a fini par gagner 3,5 millions de dollars, soit plus de la moitié du budget total du film. Puis vint Bonjour les vacances en 1983, et cela a tout changé. Le film a rapporté plus de 61 millions de dollars, avec un budget de 15 millions de dollars, mais la vraie histoire est ce qui a suivi. Clark Griswold, le personnage d'homme du commun de Chase, a connu un tel succès que Six Flags a même remodelé l'une de ses montagnes russes pour correspondre au film. MGM a vu le potentiel. Des notes internes ont révélé plus tard qu'il croyait que la marque Griswold finirait par valoir plus d'1 milliard de dollars. Entre les rediffusions télévisées, les ventes de VHS, les liens avec les parcs à thème et même les voitures miniatures basées sur le film, ils avaient raison. Pour la suite, Chase est devenu intelligent. Il a signé un accord pour 5 millions de dollars, plus 10% des bénéfices. En 1987, cela s'élevait à près de 10 millions de dollars, ce qui en fait le père de film le mieux payé de la décennie. À peine 2 ans plus tard, Fletch est sorti et l'a propulsé encore plus haut. Le film a rapporté 55,6 millions de dollars dans le monde entier et Chevy a empoché un chèque de 7 millions de dollars. C'était presque tout le budget. Mais Fletch n'était pas juste une autre comédie. C'était une masterclass d'improvisation. Le réalisateur l'a laissé inventer la plupart des dialogues. Chase a inventé plus de 60 personnages, même si le script n'en comptait que 18. Certains des moments les plus drôles, le faux passeport, la réplique du pénis du Dr Rosen, proviennent d'une improvisation pure et simple sur le champ. Les spectateurs test ont tellement ri
que le studio a dû revenir en arrière et prolonger certaines scènes, juste pour donner aux gens le temps de s'en remettre. Des décennies plus tard, Fletch est toujours considéré comme l'une des comédies les plus appréciées des années 80. En 1986, il avait officiellement réussi. Selon Variety, Chevy Chase gagnait 7 millions de dollars par film, juste derrière Sylvester Stallone. C'est environ 21 millions de dollars aujourd'hui. Ces contrats avaient des avantages insensés. Un jet privé pour les tournées de presse, pas de tournage les week-ends et même un droit de veto sur les vêtements qu'il portait à l'écran. Pour les vacances, il aurait refusé 27 paires de jeans avant de choisir une paire Sears basique. Les gens plaisantaient en disant que ses décisions vestimentaires coûtaient plus cher que le traiteur, mais les studios s'en fichaient. Les chiffres avaient du sens. Entre 1978 et 1945, les films de Chase ont rapporté 25 millions de dollars avec seulement 45 millions de dollars de coûts. De production, il était la poule aux œufs d'or d'Hollywood. Mais derrière tout ça, quelque chose de plus sombre grandissait. Au début de 1980, lors du tournage de Modern Problems, Chase a failli être tué. Une séquence de rêve impliquait de fixer des phares d'atterrissage d'avion directement sur sa peau. Lors d'un test, quelque chose a court-circuité. Plus de 1000 milliampères de courant ont traversé son cou et sa colonne vertébrale. Il s'est évanoui. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont dit que 75 milliampères peuvent arrêter un cœur humain. Il en avait pris 13 fois plus. Il a survécu, mais quelque chose en lui s'est fissuré. L'accident est survenu à peine 6 semaines après le décès d'un ami proche, Doug Kenny, à Hawaï. Au même moment, son mariage avec Jacqueline Carlin s'effondrait. Chase a sombré. Il s'est isolé dans une maison à Malibu, a dormi pendant 14 heures par jour, a perdu du poids, a cessé de prendre les appels des studios. Des amis ont dit qu'il quittait à peine la maison. Cet été-là, la Screen Actors Guild s'est mise en grève, mais Chase ne s'est pas joint au rassemblement. « J'ai failli mourir », a-t-il dit. « Je me fiche que ma carrière en fasse autant. » Ce n'étaient pas les seuls dommages physiques que le show business lui avait causés. À l'époque de SNL, il avait fait tellement de chutes et de cascades qu'il s'était fracturé une vertèbre. Les dossiers montrent que les médecins de NBC lui ont régulièrement donné du Percodan, juste pour le faire bouger. Au milieu des années 80, il prenait apparemment jusqu'à 60 pilules par semaine. Dans une entrevue, il a dit « Les gens pensaient que j'étais sous coke, mais c'était mon dos. » Il a finalement intégré un centre de désintoxication. Le 1er septembre 1986, son publiciste a confirmé que Chevy Chase s'était inscrit au Betty Ford Center. La clinique a utilisé le nom de code C246 pour cacher son identité. Il y est resté pendant 28 jours. Le coût, 11 000 $. Son médecin lui a diagnostiqué de multiples dépendances aux drogues, principalement aux opioïdes. À son départ, l'une des conditions était qu'il ne pouvait pas faire de tournée de presse en solo pendant 6 mois. Cela a même retardé la promotion de 3 Amigos. Sa vie personnelle n'était pas beaucoup plus calme. Son premier mariage avec Susan Hewitt s'est effondré alors que sa renommée explosait. Il s'était marié en 1973. 3 mois plus tard, il a décroché le pilote de SNL. L'horaire était brutal. Hewitt a dit plus tard qu'ils avaient dîné ensemble peut-être 4 fois pendant toute la saison. Lorsqu'il a décidé de quitter l'émission et de se rendre à Hollywood, elle a demandé le divorce. Quelques mois seulement après que ce soit officiel, le jeu de bowling est sorti en salle et a rapporté plus d'argent en 10 jours qu'il n'en avait gagné en 3 ans de mariage. Mais même le succès avait ses limites. En 1987, les Academy Awards ont donné le micro à Chase. Il est sorti, a regardé la foule de célébrités et a commencé par « Bonsoir, faux cul d'Hollywood ». Cela a fait rire, mais pas chaleureusement. L'année suivante, il a réessayé. Même réplique, mais cette fois, il a ajouté un faux éternuement, puis a baissé son pantalon à côté de Paul Newman. Les critiques l'ont démoli. Un journal l'a qualifié d'aride, d'ennuyeux et de maigre. Un autre a dit qu'il avait refroidi l'émission.
L'audience était massive, 70 millions de téléspectateurs, mais il n'a jamais été réinvité. Il a blâmé la grève de la Guilde des écrivains. Les initiés ont blâmé l'arrogance. Puis vint 1993. Fox a tout misé sur lui. Ils ont vidé le Aquarius Theatre, l'ont rebaptisé Chevy Chase Theatre et lui ont donné un talk show de fin de soirée. Mais ce fut un désastre. La première a attiré 4,9 millions de téléspectateurs, déjà la moitié de ce qu'ils avaient promis. En 3 semaines, ce nombre est tombé en dessous de 2 millions. Les critiques ont été brutales. Une critique l'a qualifié de complètement inadapté au format. Après seulement 29 épisodes, ils ont débranché la prise. 5 semaines, c'est tout. Le chapiteau du théâtre est tombé en panne en 2 jours. Les rediffusions étaient non et toujours diffusées lorsque son nom avait déjà disparu. Chase a avoué plus tard qu'il n'avait jamais aimé l'idée d'être lié à un bureau, mais il était trop tard. Son image en avait pris un coup majeur. Il y a aussi eu des décisions qu'il n'a probablement jamais cessé de regretter. En 1978, Paramount lui a offert le rôle principal dans American Gigolo. Il a refusé, disant que c'était trop sexuel pour sa marque de comédie. Richard Gere a accepté le rôle. Le film est devenu un succès, a rapporté 22 millions de dollars et a transformé Gere en une icône de style. Les ventes de costumes Armani ont bondi de 30%. Chase a raté tout ça. Des années plus tard, il a admis que c'était une erreur. Il a également refusé Ghostbusters et Forrest Gump, des décisions qui ont remodelé Hollywood, mais pas en sa faveur. Le coup de grâce est venu discrètement. Entre 1991 et 1997, Chase a sorti une série de films qui n'ont tout simplement pas marché. Rien que des ennuis a été un désastre au box-office. Mémoire d'un homme invisible a également fait un flop. Flicks et Robertson n'ont mené nulle part. Même l'homme de la maison de Disney n'a pas pu arranger les choses. Puis vint Bonjour les vacances à Vegas. Malgré un gros budget, il a à peine gagné quoi que ce soit à l'étranger et est tombé à plat chez lui. Les 6 studios ont cessé de lui offrir la première place. Pendant plus de 10 ans, Chevy Chase s'est effacé du devant du chapiteau. Chevy Chase était censé faire son grand retour en 2009. NBC l'avait choisi pour incarner Pierce Hawthorne dans une nouvelle comédie intitulée Community, espérant que ce serait son 2e acte. Sur papier, c'était une excellente idée. Un comédien légendaire revenant à la télévision hebdomadaire dans une émission intelligente et originale. Mais cette excitation n'a pas duré. À peine 2 semaines après le début du tournage, l'ambiance a changé. Chase a commencé à exiger des changements de script de dernière minute et a même quitté le plateau une fois avant qu'ils aient terminé, forçant l'équipe à faire des heures supplémentaires juste pour réparer les dégâts. Un moment qui reste gravé dans la mémoire des gens s'est produit lors d'un épisode sur le thème des pixels 8 bits. Il y avait une scène finale touchante, mais Chase a refusé de la faire. Il ne pensait pas que c'était drôle. L'équipe a dû le supplier. Sachant que le plateau était en train d'être démoli ce soir-là, les réalisateurs ont qualifié toute l'expérience d'imprévisible. Chaque jour, ils devaient préparer un plan de secours au cas où leur acteur principal quitterait à nouveau le plateau. Cette tension n'a fait qu'empirer lorsqu'il s'est agi de Donald Glover. Glover avait 26 ans au début du tournage. Chase en avait 65, mais au lieu de parrainer le jeune acteur, Chase a commencé à faire des blagues grossières, dont beaucoup étaient racistes. Glover a raconté plus tard que Chase lui avait dit carrément au milieu d'une prise que les gens ne le trouvaient drôle que parce qu'il était noir. Ça ne s'est pas arrêté là. Les choses ont dégénéré au cours de la saison 3 lorsque Chase a crié 2 fois le mot en haine sur le plateau devant des dizaines de figurants. Cet incident a déclenché une réunion d'urgence avec Sony. Joel McHale a dit que c'était devenu si mauvais qu'ils ont commencé à changer l'endroit où les gens s'asseyaient pendant les lectures à la table, juste pour éloigner Glover de Chase. Glover a dit à Harmon que cela ne le dérangeait pas, mais tout le monde autour d'eux pouvait ressentir les dégâts. Le plateau ne se sentait plus en sécurité. Le point de rupture est survenu en mars 2012.
Lors de la fête de fin de tournage de la saison 3, le créateur de l'émission, Dan Harmon, a pris le micro et a mené un chant qui a stupéfié tout le monde. Plus d'une centaine de personnes, acteurs et techniciens, ont crié « Va te faire foutre, Chevy !» pendant que Chase se tenait là avec sa femme et sa jeune fille. Chase est sorti en trombe. Quelques heures plus tard, il a laissé à Harmon un message vocal furieux menaçant de lui casser les dents. Harmon ne s'est pas contenté de l'écouter. Il a diffusé le tout sur son podcast. L'extrait est devenu viral presque instantanément. Sony était furieux, non seulement contre Chase, mais aussi contre Harmon pour avoir rendu public la bagarre. Les annonceurs ont commencé à s'inquiéter. Plus tard, cette année-là, cela a empiré. Le 16 octobre 2012, lors d'une répétition, Chase s'est de nouveau mis en colère. Son personnage était une fois de plus utilisé pour insulter les autres. Frustré, il a crié « Qu'est-ce que je suis censé faire ensuite? Appeler Shirley le mot en haine? » Et puis, juste devant les acteurs et l'équipe, il a réellement prononcé l'insulte. La pièce s'est figée. Les caméras tournaient. Les images existent, mais sont enfermées à l'écart, vues uniquement par l'équipe juridique de Sony. Le directeur de production a immédiatement tout arrêté. Plus de 100 membres de l'équipe ont été renvoyés chez eux plus tôt, ce qui a coûté à la production des dizaines de milliers de dollars en pénalité. Glover et Yvette Nicole Brown ont quitté les lieux en larmes. NBC a verrouillé les images, s'assurant qu'elles ne pourraient jamais fuir. Les dommages n'étaient pas seulement émotionnels, ils étaient financiers, concrets et massifs. Après cela, il n'y avait plus rien à sauver. Le 21 novembre 2012, Chase est entré dans une réunion avec Sony et NBC avec son avocat. Il a dit qu'il en avait assez de faire semblant d'être raciste pour faire rire. Ils ont conclu un accord qui lui permettait de terminer seulement 11 épisodes sur les 13 prévus. Il a de nouveau quitté le plateau, laissant un nouveau message vocal pour Harmon, tout aussi vulgaire, cette fois se terminant par le bruit d'une chasse d'œufs. Ce message a également fuité. Et lorsque Community est revenu en 2014, son personnage était mort hors écran. Juste comme ça, Pierce Hawthorne avait disparu, et Chevy aussi. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là. Des années plus tard, en 2024, Joel McHale a parlé ouvertement de la façon dont Chase poussait constamment à des bagarres physiques sur le plateau. Il a dit une fois à Mail de le frapper pour de vrai et s'est retrouvé avec une épaule disloquée. Mail a même plaisanté en disant qu'il avait dû écrire un guide étape par étape sur la façon de gérer les combats contre Chevy Chase. Ce n'était pas juste une blague, c'était un signe de la gravité de la situation en coulisses. En 2016, Chase est entré en cure de désintoxication pour alcoolisme. Il avait 73 ans. Ce n'était pas la première fois qu'il se rendait à la Betty Ford Clinic des décennies plus tôt, mais maintenant il a dit qu'il voulait juste aller mieux. À l'époque, il avait 2 films en production. Les 2 se sont arrêtés pendant qu'il était en traitement. Des amis ont dit à la presse qu'il avait peur de retomber dans la même spirale qui l'avait presque ruiné dans les années 1980. Puis vint le coup de grâce, lorsque le film communautaire, tant attendu, a finalement reçu le feu vert en 2023, tout le monde a remarqué quelque chose. Un nom manquait. Joel McHale est revenu. Donald Glover est revenu, mais il n'y aurait pas de Pierce Hawthorne. Dan Harmon a plaisanté en disant que la seule façon pour Chase d'apparaître était qu'un fan le monte. À partir d'un vieux film. Pour une émission qui faisait constamment référence à son propre passé, effacer un personnage entièrement était du jamais vu. Mais ils l'ont fait quand même. Aujourd'hui, l'homme qui gagnait autrefois 7 millions de dollars par film passe ses week-ends à signer des autographes lors d'expositions de fans. Il vend des cassettes VHS autographiées pour 45 $ sur Instagram et publie des codes de réduction pour les t-shirts. Son nom est toujours connu, mais les contrats d'acteurs ont disparu. Au lieu des tapis rouges, ce sont des projections nostalgiques et des tirades de podcasts. Ses anciens collègues acteurs obtiennent toujours des rôles au cinéma. Ils vendent de la marchandise. Autrefois, l'une des plus grandes stars d'Hollywood, Chevy Chase travaille maintenant à la table des autographes comme un fantôme de lui-même.
Joyeux à l'extérieur, mais loin des projecteurs qui l'ont rendu célèbre autrefois.